Donc, tout est en place. Alors, on lance la belle énergie et c'est parti. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils vont pouvoir se joindre. Mais vous verrez, vous me direz. Ouais. On voit pas parce que ça s'efface à chaque fois en fait. Je vais mettre sur le côté de temps en temps. Mesdames? Bonjour tout le monde, bonjour aux gens présents. Merci d'être venus avec nous. Mon nom est Chantal Beaumont et je suis avec Karine Moher qui arrive tout droit de l'Europe, de France exactement. De la France, ouais. Et on va parler sexualité aujourd'hui parce que pour elle et moi qui avons passé par la prison de la sexualité, on a pensé que c'était une bonne idée d'amener les gens vers la liberté de la sexualité et ça dans la simplicité. Donc on va présenter moi parce qu'il y a beaucoup de clientèle de Karine avec nous, il y a de la clientèle à moi, donc on va permettre aux gens de nous découvrir. Donc on va présenter Karine qui a un parcours aussi pimenté. Donc, on a deux parcours différents, mais pareil, on se rejoint dans bien des points, dans bien nos optiques et surtout dans la libération parce que, dans le fond, on vit des choses lourdes, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est là que ça réside tout. Donc, Karine, parle-nous de toi, parle-nous de ce que tu fais, de ton parcours, de pourquoi on a eu cette belle idée-là, toutes les deux ensemble, de faire cette folie de parler de sexe devant Oh my God! J'adore quand on me demande, Karine, parle de toi. J'ai toutes mes cellules qui font ouais, on a le micro. Bon alors, je suis Karine Moher, je viens de France, de la région bordelaise. Je me considère comme étant une facilitatrice de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire une facilitatrice de conscience? C'est-à-dire que j'accompagne les femmes et les hommes à faire des sauts quantiques au niveau de leur conscience, de leur champ vibratoire, tant dans l'énergie sexuelle que dans l'énergie d'argent. Moi, j'ai vite compris en fait que ces deux énergies, elles avaient vraiment des grosses similitudes. Recevoir! Voilà, il y avait des grosses voies de passage quand même à libérer et en fait, mon parcours je viens de l'abus, de l'inceste. Donc, je l'écris dans mon livre, hein. Celui-ci en tout cas, il est juste devant moi. Voilà, la libération du plaisir féminin. Et comme tu le disais, en fait, moi j'ai eu en fait de par ce parcours d'inceste, de viol, d'abus, une grosse addiction. Hein, forcément, ça laisse des Il y a des addicts au gâteau, mais il y a des addicts à l'abus aussi. Oh my God! Oh, je ris parce que ça me ramène à notre discussion d'hier soir. Et donc, en fait, moi, je suis rentrée très rapidement dans une sexualité, ce qu'on appelle tous azimuts. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. La sexualité tous azimuts, où t'es bon pour goûter à tout, expérimenter tout, vivre les excès et sentir que ça me pénétrait de partout, par tous les trous, que c'était possible et j'étais là, d'accord? Sauf qu'en fait, il n'y avait pas de conscience. Voilà, il n'y avait pas de conscience. Donc, je suis passée du tous azimut. J'ai eu une espèce de « Allô, est-ce que tu te rappelles que tu es connecté aussi à un autre endroit ?» Et cette connexion où tout d'un coup la lumière s'est allumée, ça a été très violent en tout cas pour moi. C'était très amoureux, très violent. Mais je suis rentrée dans la sexualité dite sacrée, c'est-à-dire très spirituelle. Voilà. Donc je suis passée d'un extrême à l'autre, complètement où j'étais complètement ouverte à tout, où je me suis complètement refermée à tout. Voilà. Donc je suis passée de la salope à la sainte. Voilà, en un temps assez record. Et en fait, mes enseignements ou mes transmissions ont commencé quand en fait j'ai, je dirais, rassemblé, en tout cas la sainte, la salope, dans ce cœur, parce que j'ai compris qu'elles souffraient toutes les deux de la même blessure d'abus. Et je me suis rendu compte dans les accompagnements de groupes de femmes que ces deux entités étaient tout le temps présentes. Il y avait toujours, je les appelais les culs serrés, tu sais, les balais, tu sais, comme ça. Et puis il y avait toujours les tous azimuts et elles étaient toujours séparées en tout cas. C'était extrêmement séparé, l'une jugeant l'autre et s'accusant. L'écart est tellement grand par rapport à l'équilibre que, tu sais, la distance là plus la distance là, ça fait des extrêmes où est-ce que un grand canyon. Il n'y a pas de place pour l'équilibre. C'est ça. Et
comment dire, vu que j'avais œuvré dans ce rassemblement intérieur, mon job, entre guillemets, c'était de leur rappeler pour les réunir à la même blessure. Et c'est dans la blessure début, en tout cas, qu'on se retrouvait, qu'on pouvait s'accueillir, se comprendre que une blessée dans son bassin pouvait soit être dans le tous azimut, et c'est ok, soit être dans la structure opercule de Bigorneau. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça vient d'où, ça? Opercule de Bigorneau. Tu vois un Bigorneau, ce que c'est? Non. Aidez-moi, les amis. Bigorneau. Un coquillage. Ah, tu ok. sais, un petit coquillage, et puis devant, tu as une petite porte. OK. Tu vois, donc Et en fait, on la ferme. c'est fermé. C'est-à-dire Ok. que tout est à l'intérieur, enfermé dans la coquille, toute carapacée comme ça. Et puis devant, tu as une espèce d'opercule noir. OK. Bien fermé, c'était bien calfeutré, et c'est ce que j'appelle moi les opercules de Bigorneau. Donc moi, comme je viens de Bretagne, quand je parle comme ça en Bretagne, ils me comprennent bien. Tu vois, la formule bulot, tu vois ce que c'est un bulot? C'est aussi un coquillage avec un Ok. opercule. Et ben, clac, ça ferme la porte. Nous, et on du coup, appelle ça un clapet. Au Québec, on appelle ça un clapet. et donc cette porte se ferme, et en fait, il n'y a plus rien qui sort, mais il n'y a plus rien qui rentre. Donc tout est à l'abri, et par contre, ça rejette. J'adore ce bruit. Encore une fois. Moi, d'habitude, il en reste un ou deux. Et je l'ai entendu hier. Voilà. Et donc cette opercule de Bigorneau, en fait, elle a aussi sa raison d'être. Tout comme la tous azimut, elle n'a aucune porte, donc elle se laisse pénétrer. Et moi, mon job, ça a été vraiment, en tout cas, de faire fondre à la fois l'opercule de Bigorneau que je n'avais jamais conscientisé, et à la fois de structurer, en tout cas, une conscience autour de mon bassin, qui était tous azimuts, tout ouvert, avoir ce juste milieu, en tout cas, entre les deux. Et mes accompagnements, en tout cas, préférés au niveau des femmes, c'est qu'elles rassemblent la sainte et la pute à l'intérieur, ce oui, ce non, cette démone, Cette bête. cette bête. Moi, ça. je suis vraiment, je suis dans l'animal, carrément. Là, c'est une nuance qu'il y a entre moi et Karine. Moi, je suis dans l'animal. Karine est dans la pute, mais dans le fond, c'est ce qui est libre. en C'est nous. ça. C'est ce qui est libre, c'est ce qui a sa place, c'est ce qui est dans sa vérité sexuelle. Donc, c'est là que réside la liberté quand on reconnaît qu'ils ont leur place, tout comme la mère, tout comme la fille, tout comme l'enfant, tout comme l'adolescente, l'animal, la pute, la salope, appelez-les comme vous voulez, C'est mais ça. elle a sa place. Et c'est de développer de trouver une façon de l'intégrer sans en avoir honte, sans avoir de culpabilité devant cette bête-là. Là, je vais raconter mon parcours tantôt, puis cette bête-là, elle déplace de l'air, là, puis si elle déplace autant d'air, ben c'est souvent parce qu'elle a été en prison. Ouais, c'est ça. Sinon, elle a son équilibre aussi. Tu sais, un lion qui est en cage, il va aller chasser, puis il va manger à pu finir, mais s'il est en liberté, il va être dans la foi de la providence, il va s'abandonner à, puis il sera plus dans l'excès comme Donc, la salope, en tout cas, moi, je trouve que lorsqu'elle est dans l'équilibre, qu'elle se rassasie lorsqu'elle a faim, la salope n'est limitée qu'à souvent des postures qu'on va associer à la salope, des positions, des comportements, le cri ou peu importe, mais elle va se limiter à le comportement qu'une femme, qu'une conjointe peut adopter si elle s'en donne le droit. Donc, la salope se dissout dans le fait qu'elle est rassasiée. C'est absolument ça. Et donc, en tout cas, j'ai créé rapidement, en tout cas, cette anorexie sexuelle de la calfeutrée, là, et du coup, la boulimique, la salope, avec l'argent. Et c'est vrai que du coup, j'ai vraiment créé des programmes, des accompagnements qui relient en tout cas comment je me comporte avec l'argent, comment je me comporte avec mon énergie sexuelle, et de pouvoir se faire créer ensemble en tout cas ces ponts de conscience amoureux pour que tout puisse être libre d'être quand ça a besoin de s'exprimer, et que ce soit la sainte ou la salope, enfin en tout cas quand elle s'exprime, tout est ok. Voilà. Donc j'ai 4 enfants.
Juste pour finir pour la biographie, j'ai 4 enfants. J'ai accouché 2 fois d'une façon très médicalisée, d'une façon où je donnais mon pouvoir au corps médical, et 2 fois à la maison d'une façon complètement libre, naturelle. Donc Ilena, ma petite fille qui est derrière, est née à la maison dans les bras de son papa. Donc en fait, voilà, je suis vraiment toujours, j'ai vraiment tout et son contraire chez moi. Et du coup, ben, comme j'accepte ce tout et son contraire chez moi, j'accueille en tout cas les personnes qui arrivent à moi dans cette dans ce même accueil en tout cas. J'ai divorcé 2 fois. Je suis mon 3e Philippe. Ça, je te l'ai pas raconté. Ah ouais, 3 Philippe! Voilà. Donc, quand je dis Philippe, c'est Philippe, c'est l'entité. Parce que du coup, il a changé juste de visage, mais l'énergie aussi, hein, parce que moi, j'ai changé. Mais du coup, le prénom, c'est intéressant, est resté le même. Qu'est-ce que je pourrais te raconter d'autre? Là, c'est tout ce qui me vient, en tout cas, ce qui est, voilà. Et en fait, par rapport à ma sexualité, en fait, j'ai arrêté de courir après ma sexualité. J'ai arrêté de courir après l'expérience, à vouloir me rassasier, à croire, en tout cas, qu'il y avait encore quelque chose à choper quelque part. J'ai arrêté de vouloir chercher dehors. J'ai arrêté de projeter sur l'autre, en tout cas, mes propres ensemencements personnels, et je vis une sexualité aujourd'hui qui se vit à la fois dans des chutes de libido, mais c'est ok, à la fois dans des moments où j'ai l'impression de n'être qu'un flot hormonal de désir. On a faim, c'est ça. Voilà, j'ai appris à dire oui, j'ai appris à dire non, j'ai appris aussi à dire pourquoi pas. Quand ça dit non, quelquefois, ça peut aussi s'ouvrir à un pourquoi pas. Voilà. Donc, je suis tout ça. Génial, génial. Merci Karine. Moi, de mon côté, mon parcours sexuel, il y en a beaucoup qui l'ont découvert par le biais de mon livre Confetti ta vie, dans lequel je raconte l'agression sexuelle que j'ai vécue à 15 ans, avec lequel je me suis intoxiquée à l'illusion d'être un déchet, un rebut, et que moi aussi, je suis tombée dans la dépravation. Moi, j'appelle ça la dépravation parce que je me considérais souillée, donc je suis entrée dans un mode où est-ce que coudonc, serre-toi, puis de toute façon, donc je m'abandonnais. Je m'abandonnais autant à mon plaisir qu'au désir des autres, mais je priorisais pas ma pulsion. J'étais pas à l'écoute j'étais en début vingtaine quand j'ai rencontré un homme qui s'est acharné à mon plaisir. J'aime beaucoup ton mot acharné. Ah oui, c'était vraiment de l'acharnement sur mon plaisir, et j'ai vécu comme 3 années où est-ce que je suis devenue je suis devenue esclave du plaisir. Donc, c'est ça qui arrivait, c'est que, et à cette époque-là, étant donné que je me considérais non aimable, je me suis convaincue qu'il n'aimait que mon sexe, que mes seins, que ma vulve, que mon derrière. Puis, tu sais, j'étais comme... donc, il y avait une quête d'équilibre, il y avait une quête de reprise de pouvoir derrière ça qui comment je vais faire? Puis, tu sais, en même temps, le plaisir était tellement grand, tellement intense parce qu'il y avait comme 12 ans de plus vieux que moi. Donc, il y avait l'expérience de me rendre addict avec beaucoup de sincérité. Donc, cette emprise-là m'a détruite pour que ensuite que je sorte de là, puis que là, je me ramasse à explorer les femmes, les hommes, les groupes, les bi, les hétéros, tous les genres de genres. On va y revenir d'ailleurs tantôt, parce que moi et Karine, il y a un point qu'on voulait élaborer qui risque d'intéresser puis d'aider beaucoup de gens dans leur sexualité. Mais cette exploration-là m'a fait constater qu'il y avait un pouvoir là. Qu'il y avait un pouvoir là et que je le cédais.
Puis aujourd'hui, je suis comme, mon Dieu, je l'ai donc bien cédé. Puis c'est lorsqu'on le revoit, qu'on le reprend, qu'on se redécouvre, qu'on se revisite, que ce soit par la masturbation, que ce soit par vivre la relation sexuelle au lieu de le vivre dans la contraction, dans la quête de l'orgasme, mais de le vivre dans la dilatation, dans où est-ce que le plaisir a sa place. Donc, ça a été pour moi un gros cheminement très intense. Puis ça, c'est sans compter tous les autres contextes tabou socialement, toute la découverte de ma sexualité parce que j'ai commencé très jeune à jouer avec mon corps. J'ai commencé très jeune à explorer ma sexualité avec d'autres enfants où est-ce qu'on se donnait des trucs pour se masturber ou des choses comme ça. Et ben quand tu te fais pogner, ben là est-ce que je faisais-tu vraiment quelque chose de mal? Puis la Chantal avait pas beaucoup de barrières dès qu'elle était laissée à elle-même. Donc, elle était très créative et elle avait des amis créatifs aussi. Donc, ça a été pour moi un terrain de jeu pas très sain, pour ainsi dire, parce que oui, il m'amenait la connaissance de moi, mais j'étais pas dans la reconnaissance de ce processus de connaissance de moi. J'étais toujours dans la cachette. J'étais dans faudrait pas qu'on le sache. Donc, il y a un stockage émotionnel, une toxicité émotionnelle qui s'est installée parce que c'était tout le temps cette question-là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que je dois, est-ce que je peux, est-ce que je peux-tu me faire mal, je peux-tu me blesser en essayant telle ou telle bebelle Donc, tu sais, c'était tout le temps, il y a une quête qui se faisait dans la curiosité, mais sans cadre. Donc, sans toujours la crainte mais il n'y avait pas de cadre. Puis, c'est ça. Donc, après ça, comme je raconte dans mon livre, j'ai été la pire version de moi-même avec avec des relations. Et là, je le dis pas parce que dans ce livre-là, il y a un processus qui nous amène à la découverte de cette route-là qui est l'amour inconditionnel. Parce que peu importe par où on découvre notre sexualité, de quelle façon on l'expérimente et avec qui. Et c'est vraiment, je pensais jamais pouvoir tomber en amour avec un mot comme l'inceste. On vit du même endroit. C'est des mots comme ça qui nous accrochent ou qui passent dans le vide, qu'on voit dans les nouvelles, dans les médias, dans la radio. Pédophilie aussi. Pédophilie. Et puis, de toute façon, quand je suis devenue coach en sexualité en 2017, tu sais, j'étais vraiment orientée libération suite à une agression ou un abus. Et j'ai eu des histoires incroyables où est-ce que il y avait de l'amour entre les personnes. Il y avait de l'amour entre les personnes et la société s'est emparée d'histoires d'amour et les ont entachées de tabous sexuels qui a transformé des belles histoires d'amour en drames. Et j'ai constaté les dommages, puis tu as dû avoir des clientes aussi qui t'ont partagé ça, les prisons dans lesquelles elles sont emprisonnées parce que moi-même, j'ai été emprisonnée là-dedans. C'est ça. Donc, d'avoir pris du plaisir que mon corps, en fait, je suis sortie de la salope. Tu vois, quand je suis sortie de la salope, c'est que j'ai pris connaissance de l'impact de l'inceste et de toute la honte. Et en fait, ça a fait ça. Tout s'est refermé. C'est-à-dire que j'ai considéré à ce moment-là que mon corps m'avait trahi, que j'avais pris du plaisir dans l'interdit. Et en fait, comme c'était interdit, je me suis complètement refermée là-dessus. C'est pas tant l'inceste en lui-même qui m'a fait souffrir chez mon père, en tout cas dans le rapport à mon père. C'était toute l'ambivalence de la relation en elle-même, où c'était un manipulateur pervers, un dépendant affectif, donc en fait, il est assez violent. Mais c'est pas dans l'inceste lui-même, en tout cas, que j'ai le plus souffert. Ça a été vraiment dans l'environnement. Parce que finalement, l'inceste, pour moi, c'était une manifestation d'amour. Ben oui, c'est ça. Et mon corps, en tout cas, il prenait du plaisir. Donc, il y a eu vraiment, à un moment donné, en tout cas, ce conflit intérieur. J'ai rencontré l'égrégore de la honte, de l'interdit. Et il a fallu que je le sublime, que je le traverse, en tout cas, pour me rendre compte qu'en fait,
Derrière tout cela, il y avait une quantité d'amour dont tu parles. Il y avait l'amour, il y avait ça. le plaisir parce que lorsqu'on se retrouve avec un père, une personne qui joue ce rôle-là dans notre vie, une personne de confiance, un ami, un grand frère ou peu importe, il y a toujours cette posture-là où est-ce que l'animal, on peut pas l'enlever. C'est ça. L'animal, il est là. Donc, il est là, il est prêt, que ce soit la mère, l'enfant, la fille, l'adolescente, la pute, l'amoureuse, peu importe qui interagit dans une posture sexuelle, l'animal est là. Et la femelle est contente d'avoir été choisie parmi la meute. Donc, il y a un plaisir qu'on va chercher là auquel on ne s'attend pas. C'est ça. L'animal ne voit pas l'identité de ce qui est, présent. Donc, il se délecte, peu importe. Donc, c'est parce que on tait ça. On veut pas que, ni nous, on veut pas le savoir. Donc, on est tous ça. Il y a un tabou auquel on peut pas s'avouer. Et on se dit, ben, si on le dit, les gens vont dire, ben, c'est ça, c'est une salope, elle s'est amusée alors qu'elle se faisait abuser. Donc, cette posture-là, il y a énormément de femmes qui ne comprennent pas qu'elles puissent avoir eu du plaisir et ça crée une deuxième agression, un deuxième abus parce qu'il y a un frein à l'écoute et la découverte, la connaissance de soi qui est très, très toxique. Moi, j'aimerais revenir sur justement le rapport incestueux. Moi, je suis maman de 4 enfants, comme je l'ai dit, et quand mon fils est né, en tout cas, est arrivé à sa maturité sexuelle, j'ai commencé à ressentir du désir. Oh my God! Shame on you! Aïe, 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 aïe. Moi, je dis, et là, du coup, moi qui venais, j'étais déjà dans la honte de l'inceste chez moi. Ensuite, je me disais, oh, ça y est, j'ai été corrompue, pervertie, je suis une... C'est dans tes gènes! C'est au secours, c'est affreux, c'est mon Dieu. Et ma psychanalyste à l'époque, elle n'a pas dit grand-chose. Et en fait, j'ai fait la paix avec cette part-là. Quelques années plus tard, où j'ai compris qu'en fait, j'avais un cerveau mammalien, animal, donc une femme animale, et que mon fils, à un moment donné, ma femme animale l'a reconnu comme étant le mâle animal, et qu'en fait c'était complètement normal, et j'ai complètement accueilli, en tout cas en suivant cela. Je l'écris d'ailleurs dans mon livre, c'est-à-dire que j'ai accepté de ne plus refouler ma pulsion libidinale. Ça ne veut pas dire que je suis passée à l'action, ça ne veut pas dire ça, mais quand j'ai senti le désir, c'est devenu comme quelque chose de libre d'être. Et j'ai remarqué que moi, c'est ce que j'ai vécu avec mon père à l'adolescence. C'est-à-dire que j'ai eu des rapports incestueux avec mon père lorsque j'étais enfant, mais lorsque je suis devenue grande, que d'un coup, j'avais cette occasion de devenir, je devenais une femme, très belle jeune femme en plus, mon père, pour ne pas me désirer, me traitait de salope. Tu vas pas t'habiller comme ça, tu ne vas pas te maquiller comme ça. Donc en fait, il tuait la femme parce qu'il était incapable d'assumer son propre désir de moi. Et donc ça m'a soulagée en fait aussi de me détacher en fait de sa non-acceptation de sa pulsion libidinale. Et j'ai été rechercher, en tout cas dans cette œuvre, j'ai été rechercher cette vulve de la jeune fille qui a été castrée, qui a été mutilée verbalement par le père, parce que du coup, puisque je ne t'aurais pas, je ne laisserai aucun autre homme t'avoir, donc je vais te dévaloriser pour que tu ne puisses pas, en tout cas, jouir pleinement de ton statut de femme. Je dirais même, il y a une posture où est-ce que le mâle peut, de la même façon que la femme est pas confortable avec sa pulsion, puis de constater par le biais d'un abus ou d'une agression. Par contre, un parent, qu'il soit homme ou femme, peut avoir peur de sa pulsion parce que avec tout ce qui est véhiculé dans les médias sociaux, les échappées, parce que dans le fond, c'est des échappées, beaucoup de parents l'ont échappé malheureusement c'est véhiculé comme un crime et non pas un échappé. Donc ce qui arrive, c'est que le mâle qui découvre sa pulsion par le biais de sa fille et qui se dit mon Dieu, je veux pas l'échapper, il y a une peur, et c'est ce qui souvent cette peur de l'échapper va
amplifier la pulsion. Parce que notre corps, là, que ce soit sexuellement, que ce soit pour la bouffe, je suis une gourmande, que ce soit pour la bouffe, le sexe. J'ai vu ça hier. Donc, que ce soit pour la bouffe, le sexe ou peu importe, notre corps n'est pas fait pour refouler une émotion. On est une rivière, on est un affluent et les émotions, les sensations, les plaisirs, les hontes, toute vibration, toute fréquence, toute posture émotionnelle est faite pour être explorée, vécue, constatée, témoignée, livrée. Et dès qu'on emprisonne, qu'est-ce que ça fait quand on met un caillou dans une rivière? La rivière va contourner, mais quand ça fait 50 cailloux qu'on met dans la rivière, ça fait un barrage. Et qu'est-ce que ça fait quand le barrage, quand l'eau s'accumule? Ça explose. Donc, que ce soit au niveau des émotions ou des pulsions sexuelles, c'est pareil. Notre corps n'est pas fait pour refouler ça. Donc, c'est comme Karine disait, de créer un espace, de l'accepter, de la reconnaître, de la nommer, de s'en donner le droit et de lui donner une orientation à ce flow, parce que c'est un flow. Donc, d'orienter le flow concrètement. Et oui, j'observe que j'ai une pulsion. Elle vient d'où la pulsion? On reconnaît l'animal, on reconnaît la bête. C'est ça. Et on lui accorde sa... Et on la chevauche. T'es là, toi? Ben là, tu reviendras ce soir avec mon chum ou tu reviendras au bon moment. Au bon moment. Mais dès qu'on essaie de taire ou d'éviter, la bête sort les crocs. Elle prend le pouvoir. Et tu sais, c'est super ce que tu donnes comme image, parce que moi, j'ai toujours cette sensation de chevaucher la bête, d'être assise dessus. Et l'image que judéo-chrétienne, en tout cas, qu'on nous montre, c'est que tu vois, c'est l'archange Michel qui terrasse le dragon. La bête, elle est terrassée, il faut la tuer. Ben là, alors que moi j'ai vraiment cette image vraiment de faire un avec, et que c'est cette puissance, en tout cas cette énergie sexuelle, parce que j'œuvre dans le Graal moi avec ça, hein. Donc que cette puissance sexuelle en fait elle n'attend que ça, qu'on lui trouve un chemin, en tout cas que le cœur puisse aussi aller à sa rencontre, parce que souvent il y a eu des gros barrages entre ce cœur, il y a vraiment des grands évitements, et donc que ce cœur puisse aller vers ce sexe et ce sexe vers ce cœur. Et ce qu'on se disait tout à l'heure, tu sais, quand il y a cette connexion ici, en fait on oublie complètement le haut, parce que ce qui se passe là, ça se passe là. Ce qui se passe en bas, cette connexion du bas, se passe en haut. Et finalement, c'est là où le magnétisme, où on devient magnétique. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Ouais. Quand du coup, il y a cette alliance entre la bête et la sainte, il y a quelque chose en tout cas qui s'unit dans ce cœur amoureux, dans cette acceptation libre d'être. Eh bien, il y a un magnétisme, c'est-à-dire on est capable d'accueillir l'autre dans ces espaces les plus sombres, les plus diaboliques et les plus pervers. C'est ça, visualiser comme s'il y avait une boule entre ma main et là, il y a la tête et il y a la pulsion sexuelle, ou appelez ça comme vous voudrez, la vulve pour faire plaisir à Karine. Parce que Karine se fait appeler Madame Vulve en Europe, donc c'est pour ça que je prends la peine de lui faire un câlin par ce mot. Donc, il y a le cœur, il y a la tête et il y a le vulve, le vagin, le Graal de Karine. Donc, et il y a l'équilibre naît du pivot autour de la boule. Et lorsque la tête et lorsqu'on sort de cet équilibre-là et que la boule reste là et qu'on vit par là, c'est là qu'il y a un dommage qui se crée, parce que le lien entre les deux, c'est le cœur. Et la tête, c'est la créatrice. C'est ce qui va faire de l'expérience ce qu'elle va devenir. Parce que lorsqu'on la vit, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Elle est. Mais lorsque ça passe de là, et que ça contourne ça et que ça se ramasse ici, c'est là qu'on peut créer des enfers, des drames, des pertes de contrôle, tout ce qui nous donne envie de vomir autour de la sexualité. Quand ça passe par le cœur, il y a une porte d'accès qui transforme le tabou en un paradis, qui transforme le drame en un cadeau. C'est la magie qui s'opère et qui va transformer, qui va dissoudre les identités, la nomenclature des deux personnes qui s'unissent. Peu importe la façon, la vitesse, la violence, l'intensité, lorsque ça passe par là, l'identité se sublime et ça permet ce qui avait à être vécu, d'être vécu sans que le monstre
qui peut exister trouve la place qu'il vole à une déesse amoureuse. Ouais, ça passe par plusieurs espaces en fait, tu sais. Moi, j'ai commencé par le déni de tout cela, c'est-à-dire j'étais complètement inconsciente, ça n'existait pas. Donc si ça n'existe pas, ce n'est pas actif. Et puis à un moment donné, ok, ça existe. Et donc il y a tout un flot de colère. Tu sais, la rebelle, moi je me suis rebellée, j'ai dit le salaud, le con, là je l'ai vu l'assassiner, toi, le fait de le tuer. Et puis après, il y a une forme de, quand t'as bien essoré le MeToo balance ton porc, tu vois, moi je suis passée là-dedans pendant quelques années, hein, bien avant le mouvement, en 2018 ou en 2017, je sais plus. Eh bien, il y a le flot de tristesse. Il y a le flot de désespoir parce qu'on va toujours pas mieux. Tu vois, on va toujours pas mieux. Malgré le fait de l'avoir crucifié, le fait de lui avoir fait la peau, le fait d'avoir accusé tout le monde, de les avoir trucidés, eh ben, j'allais toujours pas mieux. Et c'était terrible parce que je me dis, mais elle est où la sortie? Oui, puis d'ailleurs, quand je raconte, dans Confetti ta vie, je raconte l'agression, je raconte combien je me suis fait du mal avec ça, et je raconte la sortie lorsque j'ai vécu l'extase de libération et que je me sentais libre, puis j'y croyais pas. Je m'allais voir si c'est vrai et que je raconte que j'ai repris contact avec l'agresseur comme 28 ans plus tard et que je suis allée voir, il fallait que je voie si j'allais encore me sentir petite comme ça, aussi minable que je m'étais sentie à 15 ans. Et lorsque je raconte ça, les gens m'interrompent, ils me laissent pas finir ce que je vais vous donner et ils me demandent « Puis, y a-tu avoué? J'ai envie de vomir, j'ai envie de pleurer, j'ai avoué qu'il m'avait violée. » Ah. Donc, les gens sont dans le châtiment, dans la quête du coupable. Et pour moi, lorsque j'ai repris contact avec cet homme-là, lorsque on s'est donné rendez-vous, ça a pris comme 5 mois entre je reprends contact avec lui et on se revoit, parce que lui, il était pas dans ma posture du tout. Donc, lui, il avait tourné la page et il espérait pas aller vérifier s'il avait bien lu. Donc, il était pas dans ma posture du tout. Et lorsque on s'est vu, on s'était donné rendez-vous dans un restaurant et j'étais comme une petite fille qui attendait le Père Noël. Donc, j'étais arrivée comme presque 3/4 d'heure en avance et je me sentais comme une petite fille qui attendait le Père Noël parce que je savais que j'allais vivre un moment précieux et unique. J'allais être témoin de si je suis libre ou pas. Donc, pour moi, ça a été, et lorsqu'il est arrivé, je suis devenue totalement hystérique, une vraie folle. Je lui ai sauté dessus, je me suis levée, je l'ai pris dans mes bras et je le serrais tellement fort et j'avais de la misère à respirer. Et là, je l'ai repris et j'ai dit merci d'être là parce que j'ai pu constater que j'étais libre, parce que je me sentais plus petite comme ça. Et c'est par après, lorsque j'ai pris ma formation en neurosensoriel, que j'ai compris d'où vient on se sent petit comme ça. C'est dans les cellules, c'est dans l'eau. Autrement dit, c'est que lorsqu'on vit nos premières peurs, nos premières doutes, nos premières crispations, nos premières réactions émotionnelles, c'est la réaction émotionnelle associée à l'émotion. Donc, on ne fait que revivre une émotion. Et c'est ce qui fait qu'on se sent petit parce que lorsqu'on... donc, toute émotion ne part pas de la tête. Les émotions partent du corps. Donc, notre eau capte l'insécurité, la différence, le confort, l'inconfort, donc à partir de crispation, dilatation. Et ça crée un mouvement neuronal dans le corps qui va ramener l'image dans la tête. Donc, c'est pour ça qu'on dit l'eau est beaucoup plus rancunière que le cerveau parce que le cerveau, il se rappelle bien de ce qu'il veut. Et l'eau, elle se souvient. Donc, c'est pour ça qu'elle est capable de recréer l'image lorsque on revit une situation émotionnelle qui provoque un même ressenti. Donc, c'est ce qui fait qu'on se sent petit parce que lorsque l'image a été créée de l'émotion initiale, on était petit. On était peut-être à l'état fœtal. On était peut-être à l'état embryonnaire, on était peut-être à 9 mois de grossesse ou on avait peut-être 5 ans. Mais peu importe, on était petit notre première fois. Donc, c'est pour ça qu'on se sent minable.
On se sent faible, on se sent vulnérable. Et c'est lorsqu'on permet une réaction différente à une émotion, à un ressenti corporel, qu'on permet d'être témoin de ce qui a grandi. Donc, c'est cette aptitude-là à se secouer, à restaurer l'eau pour pas capter à partir d'une mémoire, mais bien de créer du nouveau. Donc, c'est vraiment de sortir de là. Et c'est là que j'ai compris que la grande libération que j'avais vécue, c'est que j'ai été autre chose que ce que j'étais, de ce que j'avais été témoin. J'ai compris seulement plusieurs années plus tard que je suis même sortie de mon corps lors de l'agression, parce que lorsque j'avais vécu, j'étais comme en dessous, puis les images que j'avais, je voyais deux personnes. Je me voyais et je voyais. Fait que c'est très longtemps plus tard que j'ai compris que je suis carrément sortie. Et ça m'a aidé à rentrer dans la gratitude de l'expérience. J'ai été témoin que je pouvais sortir de mon corps. C'est ça. Puis, j'ai des clientes qui bénéficient aujourd'hui de mes sorties de corps parce que je vais chercher l'information où est-ce qu'elle est. Donc, c'est des cadeaux précieux. Puis, d'ailleurs, Karine, on s'est gâtés hier pour constater que nos processus de sortie de cette posture-là d'agression a été très différente parce que lorsqu'on vit une expérience, quelle qu'elle soit sexuelle ou autre, il y a toujours, puis pour ceux qui me connaissent, le cacao nous l'apporte, donc nous apporte à nous connaître, à nous aimer, à communiquer nos besoins, limites et objectifs, à accepter qu'on est en apprentissage, qu'on se connaît jamais vraiment, complètement, et ça nécessite l'observation. Donc, lorsqu'on tire un bénéfice, prenez-vous encore vos livres du primaire, du secondaire? Non. C'est acquis. Quand j'ai commencé à faire de la consultation privée, je faisais à domicile, parce que j'avais pas encore mon local corporatif, puis les gens me disaient, ben oui, mais tu vas chez des hommes. Ils savaient que j'avais été agressée. Tu vas chez des hommes aussi? Ben oui, je l'ai vécu. Ma posture est celle d'un alpha, pas d'une naïve qui a la conviction de n'avoir rien d'attirant, qui ne connaît pas encore sa femelle ni son pouvoir. Et Karine a utilisé, a permis l'adhérence de son abus parce qu'elle s'est appuyée sur ça. Si tu veux élaborer, je trouve ça intéressant parce que moi, j'étais comme, on s'en défait, on libère, puis là, je sais maintenant qu'on peut le sublimer et tomber en amour avec l'expérience, mais Karine, à défaut de le mettre de côté, elle s'est dit, ben moi, je vais prendre appui sur l'abus et elle l'a perpétué parce que c'est par là qu'elle a découvert sa puissance. C'est ça. Et donc, du coup, ça crée une suraddiction ou un abus de l'abus. Abuser de l'abus. Et en fait, hier soir, dans cette conversation qu'on a eue ensemble, toutes les deux, je me rends compte que j'en suis plus là. Qu'en fait, c'est une voie de passage, mais on n'est pas toujours obligé d'y repasser pour se valider. Je suis puissante. C'est là, c'est acquis. Sans abus, puisque c'est là. Donc, en fait, j'ai pas besoin de reprendre mon petit cahier d'abus du CP. Alors, pour pouvoir passer à l'étape supérieure, va falloir reprendre. Va falloir que tu sois baisé. Alors, CP, CE1, CE2 de l'abus, parce que du coup, en fait, c'est pour ça que je te disais que quelquefois, pour moi, en tout cas, par rapport à l'abus, c'est un outil merveilleux, mais on peut aussi, comme moi en tout cas, tourner en rond, tu vois, quelque chose comme ça. Et c'est ok, ça fait partie. Et puis on traverse l'Atlantique, on perd ses valises, on vient rencontrer Chantal, qui te dit au restaurant, t'as fini d'abuser de l'abus? T'as fini d'abuser de l'abus? Ben voilà. Donc, je suis sûre que tu le vives toi aussi. Moi, j'ai un bel alpha à la maison. Donc, en tant que bel alpha, en fait, lui, il s'en fout. Il voit juste Karine, mais il sait pas que dedans, il y a multifacettes, multipasse, tu vois. Ouais. Il y a plein de choses. Et donc, quand il touche juste Karine. Sauf que moi, je suis pas toujours au même endroit. Et donc, il me dit, oh, c'est toujours quand toi tu veux. Et c'est toujours comme tu veux.
C'est toi qui décides tout. Tu frustres ton alpha. Ah là 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 là, là, c'est terrible. Je suis une grande frustratrice d'alpha. Mais du coup, quand ça vient toucher, en tout cas, l'espace qui est capable de recevoir, qui est en état, en tout cas, de recevoir, ben, ça crée des trucs extraordinaires. Mais c'est vrai que si ça vient toucher la mère alors que je suis en train de machin, ou que... voilà, puis moi, en fait, le truc pour une femme, en tout cas, je peux pas commencer pour toi ou pour les autres qui sont là, hein, les autres femmes, mais moi, je suis capable de passer d'un personnage à l'autre, d'un switch. Sur commande. Ah, mais c'est ça switch continuellement parce que ça m'anime, ça m'habite. Je peux être en train de faire la chienne à quatre pattes et 2 minutes après être la petite prude qui est à fourner, qui est derrière ses fourneaux et qui va faire la tambouille de sa fille. Et je peux être après derrière mon écran, derrière le zoom, à être dans une réceptivité de l'eau impalpable de l'autre pour retranscrire. Donc en fait toutes mes journées, moi en tout cas, je suis dans ces espaces où ça tourne continuellement. Donc pour les gens autour qui n'ont pas cette habitude-là, c'est très déstabilisant. Oui, ça c'est certain, parce que même nous, tu sais, même moi, avant d'être à l'écoute puis de reconnaître toutes ces entités-là, parce que vraiment c'est des ça, entités. des entités. Souvent, les gens vont dire, je suis possédée. Non, je suis pas. Il y a une autre part de toi que tu ne connais pas, que tu n'as pas nommée, que tu n'as pas reconnue, qui s'anime. Et c'est très déstabilisant pour dire, ben voyons, j'aime ça quand il fait ça. Mais c'est parce que c'était pas la bonne personne qui était en service. Donc, c'est de reconnaître ces changements-là, ces postures-là, et de dire, ben regarde, Chantal Cochonne, elle va revenir plus tard, mais là, c'est pas Chantal Cochonne qui fait à cuisiner présentement. Mais c'est complètement ça. Oui. Et du coup, enfin moi, mon chum, pour utiliser votre vocabulaire de chez vous, donc mon chéri, en tout cas, il comprend pas, lui, tu vois, parce que il a l'impression de s'adresser à la même personne, sauf qu'à l'intérieur, bah, ça tourne, quoi. C'est des chaises musicales continuelles et tu vois, merci, parce que je vais lui expliquer ça. Et peut-être le rassurer qu'en fait, c'est pas une question de lui. Alors, j'ai beau lui dire, c'est pas le toi, c'est juste que, bah, l'intérieur, tu vois, là, je suis dans une insécurité, je viens de vivre un truc, et donc je suis pas du tout dans cette ouverture-là. Tu vois, quand je fais ça, c'est que ça tourne. Tu vois, il y a vraiment cette sensation que c'est un peu la roulette russe, quoi. Oui, c'est ça. C'est un carrousel, puis c'est qui est de service au moment de la pulsion. De l'instant. De la pulsion. Puis, c'est drôle, je reçois quelque chose au moment même de ça, en visualisant le carrousel. En visualisant le carrousel, il serait intéressant pour ceux qui veulent s'entraîner à reconnaître qui est de service lors de... le mâle va être interpellé, pas nécessairement par la femelle. Ah ben non. S'il est interpellé par la maman, s'il est interpellé par mon mâle. C'est ça, là. Donc, ça peut être très, très, très intéressant d'observer, je suis en train de faire quoi, je suis dans quelle posture, qui est à l'œuvre lorsque mon conjoint vient vers moi. Parce qu'il y a beaucoup de relations papa-enfant, donc il y a beaucoup d'hommes qui viennent chercher une mère. Il y a beaucoup d'adolescents qui viennent chercher une mère, mais qui ne sont pas conscients de cette nuance-là. Donc, nous, en observant qui est de service lors de la pulsion, ça peut donner des pistes, des réponses assez révélatrices sur la relation de couple, puis pouvoir assainir les relations sexuelles pour donner accès à ce que ce soit les bons couples qui se côtoient dans le fond. C'est ça. Et simplicité. Dans la simplicité, oui, parce que quand tout est reconnu, ça devient beaucoup plus simple que d'essayer de... Tu sais, s'il est en quête de la cochonne puis que c'est la mère qui est là, ben il risque d'argumenter longtemps avant de convaincre la mère. Tandis que, tu sais, de dire que, ben, qu'est-ce qui pourrait interpeller la cochonne ou qu'est-ce qui pourrait l'amener à la mettre en service? Et c'est là que le jeu de... un préliminaire, là, il y a beaucoup d'hommes qui ont le tabou du préliminaire. Maudite besogne plate. Mais ça fait partie de ce qui interpelle ce qui a à recevoir. Donc, ça peut prendre 1 minute, ça peut prendre 10 minutes, mais plus l'appel est, je dirais, similaire, mais là, ça va se faire de plus en plus vite, le switch. Et plus les femmes vont développer leur acuité à reconnaître ce qui est en service lors de la demande, ben plus elle va permettre le jeu du changement de chaise. Le carrousel va être actif et plus accessible pour les switches. Ouais.
C'est bon, hein? Oui! C'est bon, c'est goûtu, hein? Ça goûte tout plein! Ça goûte tout plein. Ça goûte bon. Je sais pas si tu veux continuer là-dessus, mais j'avais eu une question, puis on en a discuté un petit peu hier. Donc, dans la prévision de l'événement, on a une personne qui a dit, moi, la bisexualité, là, moi, c'est une zone floue. Je veux comprendre tout ça. Donc, parce qu'il y a de plus en plus d'étiquettes qui circulent au niveau de la sexualité et malheureusement, l'humain a ce besoin de s'identifier à une étiquette, encore pire, à la bonne. Donc, lorsque cette quête de s'identifier au niveau de ses comportements sexuels se place, il y a les inconforts qui prédominent. Donc, on va dire, hey, comment ça que je trouve qu'elle a une belle poitrine ou comment ça que, il me semble que ça courbe. Donc, fait que ces pulsions-là, ces désirs-là, ces élans-là de délectation ou de contemplation peuvent mener à de l'insécurité, puis, mais l'humain, là, va falloir se mettre à l'idée, puis comprendre, puis que ce soit très clair que c'est une bébite curieuse. Donc, c'est pas parce que tu as une pulsion sexuelle vers la personne du même genre que toi, que tu es homosexuel ou que tu es bi ou que tu es juste curieux, vivant. Et il y a une bébite qui veut savoir, qui veut goûter. Donc, de permettre cette curiosité-là, puis je trouve ça vraiment comique parce que je suis allée passer une entrevue, une speed entrevue, il n'y a pas tellement longtemps, il y en a peut-être qui l'ont vu parce que c'est sur Facebook, et la personne il me pose la question, il y a beaucoup de femmes qui ont découvert, qui sont devenues lesbiennes par frustration face à l'homme après une agression ou un abus. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. On peut pas devenir. La pulsion elle est là. Et est-ce qu'on va la nourrir, est-ce qu'on la nourrira pas? Et souvent, c'est que l'agression va donner la justification à une femme qui aurait peut-être été lesbienne, mais qui ne se l'aurait pas permis, de dire je suis lesbienne parce que moi, les hommes, je veux plus rien savoir. Donc, elle va passer par la blessure, par le viol, par l'agression, pour se donner le droit de. Puis je connais ça, se donner le droit de, parce que quand j'étais dans cette dépravation sexuelle-là, c'est sûr que j'avais eu mon diagnostic bipolaire. Fait que j'étais ces pilules, j'étais malade mentale, j'étais ces pilules, j'étais sa boisson, puis j'étais sa drogue. J'avais-tu mes permissions pour explorer tous mes tabous, les pires, les plus farfelus, les plus weird? J'avais ma défaite, j'avais mon badge. Je suis malade mentale. Je peux aller faire ce que je veux. Donc, je connais cette fuite-là de la légitimité qu'on va s'accorder à explorer. Donc, c'est dans l'exploration. Comment on peut apprendre à se connaître si on n'essaye pas? Il y a tellement de choses qu'on se prive d'essayer. Quand je vous dis j'ai essayé toutes sortes de tabous, des affaires farfelues que t'entends, mon Dieu, il y en a qui font ça. Ça veut pas dire que j'ai aimé ça. Ça veut dire que je sais que je n'aime pas ça. C'est ça, tu l'as expérimenté. Et ça, dans mon livre « Et si Dieu était matière », c'est ça que je conduis à l'expérimentation fait pas de nous ne génère pas une nouvelle identité comportementale, personnelle ou peu importe, identitaire. Ça fait de nous qu'on se connaît davantage. Donc, il y a des tabous que j'ai été surpris d'aimer ça. Il y a des tabous que j'ai pas aimé ça, mais j'ai compris comment et pourquoi il y en a qui pouvaient aimer ça. Parce que ceux qui accordent plus de place à l'animal vont se complaire. Donc, tu sais, il y a des enfants qui joueront jamais avec leurs excréments. Mais il y a des enfants qui vont trouver ça drôle de jouer avec leurs excréments. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui vont toujours avoir des petits ustensiles ou qui n'oseront pas... Et il y en a qui... Donc... Tu fais ça bien! Tout est dans le son, hein? Tout est dans le son. Donc, cette aptitude-là à explorer, à se donner le droit et à le vivre en liberté et à accepter que, oui, il y a des choses que j'aime pas, mais je trouve vraiment triste, puis sûrement que tu vas m'appuyer dans ça, je trouve ça triste qu'on se prive d'essayer de peur d'aimer ça.
Parce que, tu sais, mais qu'on se prive aussi d'essayer, mon Dieu, je peux pas comprendre qu'il y a du monde qui font ça. Puis, ben, essaye-les, tu vas le comprendre. Donc, il y a des choses que j'ai essayées et que j'ai compris. J'ai dit non, moi, j'adopte pas ça, mais j'ai compris pourquoi ils aimaient ça. Donc, ça devient beaucoup plus intéressant que de dire, ben moi, j'aime pas ça parce que j'ai décidé que j'aimais pas ça. C'est pas j'aime pas ça, je choisis de ne pas aimer ça. Donc, de changer sa posture face à l'exploration va amener des belles découvertes de plaisir parce que il y a des plaisirs que, my God, c'est comme oh ouais, c'est le fun de même! c'est ça qui se produit, c'est qu'on s'attend pas à que ça peut être aussi bon. Je suis complètement d'accord. Moi, dès la jeunesse, de toute façon, le fait d'avoir été tous azimuts, comme je le nomme, toi, tu dis dépravé. Oui, voilà, dans la débandade sexuelle. Moi, j'étais très vite, en fait, à 18 ans. C'était déjà plusieurs. C'était homme, c'était femme. J'étais très jeune. Et pour moi, c'était naturel, en fait. Il y avait comme une espèce d'assoiffement de l'expérience. Mais je ne savais pas où est-ce que ça allait me mener. J'étais juste à vivre l'expérience. Et au fur et à mesure, les expériences, elles se sont multipliées. Après, il y a eu une période vraiment de calme. Et ça a repris. Ça a repris avec mon dernier compagnon. Et j'avoue que je ne pourrais pas être l'accompagnante aujourd'hui que je suis si moi-même, je n'avais pas été expérimentée à la fois les clubs, à la fois le côté BDSM, le fait de me faire saucissonner comme tu vois, le fait d'explorer tout plein d'extrêmes en tout cas. J'ai été dans certains extrêmes pour les comprendre, pour dire ça, comme toi, tu le dis, ça j'aime, ça je n'aime pas, ça répond à telle histoire de ma vie. Parce que du coup, j'ai retrouvé des pans de ma vie. En fait, j'ai cette sensation dans la sexualité, on va souvent réparer des espaces. Oui, c'est des espaces de l'enfance en tout cas. Il y a des choses de l'enfance qui sont comme réparées. Et puis du coup, j'ai expérimenté en tout cas pour ma part des choses pendant un certain temps parce que j'avais besoin de réparer des choses de l'espace de l'enfance. Par exemple, la fessée. L'art de la fessée. C'est tout un art, la fessée. Alors, vu de l'extérieur, on pourrait croire que c'est de la mutilation, que c'est la sauvagerie. Mais pour moi, en tout cas, la fessée, ça a été un art qui m'a permis de sublimer toute la violence reçue par mon propre père, en tout cas. J'étais plus blessée par ces fessées d'humiliation que ces démonstrations d'amour avec l'inceste, en tout cas. C'est ce qui m'est resté le plus, en tout cas dans mon eau, dans ma chair. Dans mon corps, dans mon bassin, c'était vraiment la violence des coups, en tout cas. Et il a fallu que j'y repasse. Ben oui, parce que la posture n'est pas la même. Il y a une posture d'infériorité, mais lorsque tu as la fessée de l'homme avec lequel tu as un rapport sexuel consentant, je reprends le pouvoir. C'est ça, tu as le pouvoir et tu peux te délecter de son plaisir. C'est ça, et c'est surtout, c'est que je prends le pouvoir parce que c'est celui qui se soumet qui a le pouvoir, c'est pas le dominant. Oui, c'est très intéressant ce passage-là dans ton livre, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est celui qui se soumet qui a le pouvoir, parce que sans soumis, il n'y a pas l'autre. Il n'y a pas de dominant. Il n'y a pas de dominant, donc en fait, c'est celui qui se met en réceptacle. S'il y a un réceptacle, il y a quelque chose pour être pénétré. C'est toujours grâce au réceptacle. C'est toujours recevoir. C'est toujours le recevoir. Et donc, c'est là où j'ai compris, en tout cas, comment j'étais capable de sublimer l'humiliation en acte de grâce et en me disant, et au fur et à mesure, je n'ai plus besoin. À un moment donné, j'en ai plus besoin. Tu vois, je passe vraiment par en tout cas dans ma vie de femme, en tout cas, d'amante, j'ai eu besoin de passer par plein d'espaces. Et quand une femme ou un homme vient à moi en consultation et quand il me présente une pratique particulière, je ne m'offusque pas. Tu vois, je suis capable d'entendre tellement de choses, mais vraiment. Parce que j'ai été chercher moi-même dans ma propre histoire, j'ai été expérimentée en tout cas, j'ai été voir mes ombres. J'ai été voir comment moi-même je me suis servi des hommes pour m'empuissancer, comment je les ai bouffés comme des moucherons, comme une veuve noire.
comment je me suis servie d'eux. J'ai été vraiment une très grande manipulatrice, en tout cas. C'est ça, parce que tantôt on parlait de toi, ça t'a donné le pouvoir tu t'es appuyé sur l'abus pour utiliser ton pouvoir. Moi, j'étais dans une quête de récupérer le pouvoir dont on m'avait dépossédé. Donc, ma vision de l'agression, c'était on m'a dépossédé de mon pouvoir. Et à force d'être dans la dépravation, à un moment donné, je me suis dit, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui décide quand, c'est moi qui décide comment. Et là, c'est comme, la posture a complètement changé. Et oui, on côtoie un peu cet abus de pouvoir-là parce que ça instaure une confiance, ça instaure jusqu'où ça peut aller. Donc, on explore une zone encore là honteuse parce que l'abus de pouvoir, c'est honteux. Donc, est-ce que je suis confortable dans l'abus de pouvoir? Est-ce que je suis confortable dans la manipulation? Et encore une fois, on essaye et on dit non, je ne suis pas confortable dans ça. Par contre, on a conscience qu'il y a un pouvoir. Et c'est d'apprendre à trouver la posture qui est confortable pour nous, qui va faire que notre sexualité va s'assainir, que ce soit avec des nouvelles rencontres qu'on peut faire ou notre conjoint qu'on a depuis 10, 15, 20 ans, peu importe, mais les rôles vont pouvoir, la posture et les jeux dans le couple vont pouvoir avoir leur place parce que on va reconnaître que je m'abandonne, prends-moi, pénètre-moi, j'accueille, je permets. Donc, tous ces jeux de position-là, je te prends, tu me prends, je me donne, je m'abandonne. Donc, donner, s'abandonner, prendre, c'est toutes des subtilités lorsqu'on parle de sexualité et il faut s'attarder à être à l'écoute à la fois du besoin, mais de la limite aussi quand ces jeux-là se jouent. Exactement. Et je crois aussi que très souvent, en tout cas quand on est dans le développement personnel, dans le spirituel, du coup, on est censé quand même se laisser traverser par tout, hein, quand même. Se laisser tous azimuts, oui, voilà. Et donc, du coup, il y a des espaces de nous où on oublie finalement les espaces fragiles, les espaces blessés. Et moi, du coup, j'ai appris, après avoir fait, comme tout le monde, beaucoup de développement personnel, j'ai appris en tout cas à reconnaître les espaces fragiles et à sentir en tout cas quand ça se tortille parce que ça ne veut pas. Tu sais, quand il y a un non qui se profile, je ne sais pas si ça vous parle. Pas maintenant où ce que les gens ils contractent. Voilà, et donc du coup, à écouter les niveaux de consentement. Pour moi, il y a des niveaux de consentement. Il y a un consentement intellectuel. Les femmes, quand elles viennent me voir, elles veulent guérir à tout prix, parce que franchement, ça va vraiment pas. Hein, elles veulent guérir à tout prix. Vas-tu pouvoir jouer un jour? Voilà, elles veulent guérir. Donc, il y a ce consentement-là. Après, il y a le consentement émotionnel. Hein, c'est encore un autre. C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir larguer le barrage émotionnel? Est-ce que je me sens en confiance? C'est ça. Et il y a le consentement physique. Et moi, quand je viens dans un toucher conscient périnéal, en général, entre la conscience, le consentement physique de la matière et celui du cerveau, enfin, ça fait, tu sais ce que tu disais tout à l'heure, ça fait ch'touing, c'est complètement décalé. Donc, mon job à moi, en tout cas, c'est vu que du coup, j'essaye en tout cas d'être congruente avec moi dans tous mes niveaux de consentement, ça va être de proposer en tout cas à la personne qui vient s'ouvrir et s'offrir à moi dans le toucher conscient périnéal, ça va être au fur et à mesure de la rencontre, dans l'instant, nommer le consentement ou le non-consentement qui est en train de s'opérer. Et quand je sens par exemple, c'est déjà arrivé, je rentre dans des fémurs par exemple, donc tout est ok, voilà, on descend, tout est ok, je rentre dans les fémurs, c'est ok, ça s'ouvre, et au moment où je mets la main en fait au-dessus du pubis, je me reçois, t'as la vulve qui fait casse-toi, elle me crache dessus, elle me dégage, et alors du coup je le nomme, et ensuite la personne, en fait à ce moment-là, quand ma main vient au-dessus de la vulve, la personne se met à côté. Elle s'en est même pas rendue compte. Elle est sortie. Elle est sortie. Et en fait, là, mon job, ça va être de lui faire prendre conscience, de l'inviter à prendre conscience qu'elle a été habituée à ouvrir les jambes,
et à subir en suivant en se mettant à côté. Comme une spectatrice. Exactement. Donc ça ouvre, ça sait ouvrir, mais une fois que c'est ouvert, je suis à côté. Tu vois? Et donc, et là, pour cette personne, en tout cas quand c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, ça a été extrêmement confrontant. Parce qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'elle ouvrait les jambes toujours en étant à côté d'elle. Et donc, du coup, je suis restée à distance, moi, de la vulve qui me crachait dessus. Parce qu'elle avait besoin, cette vulve, qu'on puisse entendre « Non, dégage ». Donc, je lui ai demandé « Dis-moi de dégager. Dégage. Fous le camp. Je veux pas que tu me touches. Va-t'en, non, ça Je suffit, veux pas. arrête, Dégage. attends. » Et tu vois que la vulve puisse vraiment, tu vois, et là, ça libère. Du coup, il y a l'émotionnel qui arrive. Et on arrive dans un consentement quand, du coup, le corps est relié à l'émotion et à la conscience. En fait, il y a les 3 plans qui s'alignent à ce moment-là. Et là, on est vraiment dans un consentement. Moi, un constat que j'ai trouvé à la fois déboussolant, déstabilisant et presque... Lorsqu'on subit l'agression, il se passe un phénomène soit de crispation, si on reste là, on veut freiner, mais si on déserte, c'est de la dilatation. Oui. Et surprenamment, la vulve, on tire, le vagin, on tire plus de plaisir lorsque le vagin est relâché que lorsqu'il est contracté. Donc, moi, j'ai constaté que j'avais l'habitude, quand j'avais des relations puis que je voulais que ça finisse, je disais, je vais contracter, puis, tu sais, je vais me forcer à jouir ou peu importe. Et j'allais vers la contraction. Mais c'est dans la dilatation que... c'est pas le même type d'orgasme. Non, ben c'est ça. Sauf que ce qui s'est passé, c'est pour ça que j'ai eu tellement de plaisir à l'agression, parce que j'ai déserté. Donc, j'étais en dilatation. Mais, tu sais, ça m'a pris comme 35 ans, 40 ans à comprendre, à faire la corrélation et de réajuster ma posture sexuelle pour vraiment comprendre tout ce qui se passe par la présence versus l'absence, que les femmes qui n'ont pas la conscience de constater qu'elles sortent par fuite, parce que quand on parle de réflexe reptilien, de se figer, de se sauver ou d'attaquer, c'est les réflexes de l'âme aussi. Donc, la désertion, c'est un processus de fuite. De protection. Tous ces réflexes-là sont les mêmes au niveau de habiter son corps ou pas. Et tellement de femmes ne sont pas alertes à est-ce que je suis présente, est-ce que je suis là? Tu dois travailler avec ça toi aussi, là. Donc, d'être présente à ce qui se passe, d'accepter et d'être à l'écoute. Est-ce que j'approche une limite? Est-ce que je suis dans une limite? Est-ce que je me donne le droit de vivre un plaisir que je connais pas? Donc, toutes ces postures-là amènent à ah, OK, c'est normal, parce que la fichue normalité vient toujours jouer dans le plaisir qu'on peut tirer dans une relation, et c'est ça qui est agressant, c'est qu'on se demande, je suis normale ou je suis pas normale? C'est ça. Puis le sensoriel nous amène dans une quête d'intensité, on mange comme des porcs, donc on veut jouir comme des porcs, et cette quête-là, lorsque on jouit comme des porcs, ben un porc sexuel, ça passe moins bien qu'un porc alimentaire. Du moins, c'est moins bien socialement reconnu, et il y a la même addiction, il y a la même pulsion, il y a la même constance, il y a les mêmes réflexes, puis et ça crée un mouvement. Et c'est de reconnaître ça qui va permettre de jouer et de trouver un équilibre là, plus sain. Donc, c'est pour ça que je recommande toujours des conversations avant, après, parce que pendant, on est trop, il y a l'animal, il n'a pas envie de jaser, il s'en fout, tu sais, et tout dépendant de la posture, si on n'est pas préparé à, regarde, tu sais, à un moment donné, j'ai dit à mon chum, j'ai dit moi, je suis due pour un alpha, j'ai dit, tu vas me prendre en alpha, et si je suis pas prête, je vais te dire non, et je veux que tu persévères.
Donc, de reconnaître ce besoin-là de sentir le désir, de sentir l'appétit. Si on freine toujours l'appétit, l'homme va par réflexe toujours freiner son appétit. Mais on a tous envie d'être désiré, on a tous envie de sentir cette pulsion d'appétit-là. Mais si l'homme est toujours habitué de se freiner parce que quand il arrive, c'est pas la bonne qui est là, ben c'est là que ça s'éteint. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur cet espace de la normalité. En fait, dans mes accompagnements, je me rends compte que la plupart des femmes, en fait, elles souffrent dans l'ombre de cette peur d'être anormales, que leur sexe soit anormal, voire même que leur plaisir, leur anorgasmie. Quelquefois, j'accompagne des femmes, elles se demandent si elles ont déjà... Elles s'imaginent qu'elles n'ont pas le droit à l'orgasme. Donc, elles se fantasment ce à quoi ça devrait ressembler. Et donc, elles n'arrivent pas à accueillir dans l'instant la beauté, en tout cas, de la sensation qui est éprouvée, parce qu'il y a toujours, en tout cas, une quête de toute façon, ce n'est pas ça, je suis anorgasmique. Donc, en fait, elles sont continuellement à côté de leur plaisir et même de leur sexe. Et j'avoue que dans les accompagnements, cet espace j'ai cette sensation de passer mon temps à rassurer. Parce que du coup, il n'y a pas très longtemps, une femme me disait, elle s'est observée la vulve. Elle me dit, mais en fait, j'ai tellement cru pendant longtemps que j'étais anormale. Quand j'ai vu ce petit trou à côté de mon vagin, j'ai cru que c'était le cancer, que c'était un truc. C'était juste son urètre. OK. Oui, oui. Ah, quand elle a observé, elle a vu l'urètre. OK. C'est ça. Et donc, comme elle n'avait jamais observé, donc du coup, tout de suite, vu qu'elle a vu un truc qui lui semblait anormal, elle était tellement formatée dans le backstage, je suis anormale, que du coup, son urètre, elle n'avait jamais vu par où elle faisait pipi. Alors du coup, l'invitation, c'était qu'elle aille au cabinet avec le miroir et c'est des choses simples. Là, on est dans la simplicité. Oui, c'est de l'anatomie. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point il y a des femmes qui souffrent en silence avec des choses aussi taboues, d'une simplicité, mais un truc de fou. J'ai accueilli l'autre jour une personne qui en fait me disait je comprends pas, je n'ai pas de clitoris. Je dis ah bon, montre-moi. Montre-moi ton pas de clitoris. Bon alors du coup elle me montre en vidéo. Je dis alors ok, alors c'est pas où? C'est pas où? Mais elle me dit je sais pas, je le sens pas, je comprends pas. Et puis alors du coup donc je la guide avec la caméra, je la guide. Et puis alors du coup je vois qu'elle se rapproche, je dis là, touche là, qu'est-ce que tu sens? Elle me dit ah c'est ça. Je dis mais oui c'est ça. Et alors elle me dit ah mais ah là ça y est je l'ai perdu Karine, je l'ai perdu. Tu vois en fait il y a tellement pas de conscience sur quelque chose de connaissance de l'anatomie. Mais tu vois pour toi et moi ça nous paraît complètement impensable. Tu vois parce que nous on a été connectés à notre clitoris, on était presque encore dans le ventre de notre mère. Et donc de se retrouver face à ce genre de femme, pour moi j'étais juste là, j'étais waouh! Et donc du coup, elle pleurait, elle me disait j'ai perdu. Mais non, il peut pas partir, il est là. Et quand je lui dis, écoute, est-ce que tu veux qu'on essaye du coup à ce que tu trouves comment tu peux caresser, comment tu peux rentrer en contact? Donc elle a commencé à caresser, tout ça. Et là, les pleurs, tu sais, là, les pleurs, c'est l'émotion de que tout d'un coup, l'âme de ce clitoris, en tout cas, pouvait se retrouver à l'intérieur de cette vulve magnifique. Et elle me disait, Karine, elle me disait, en fait, j'avais l'impression d'être sa maman. Ben oui, tu lui permettais de découvrir son corps. C'est comme si, en fait, les mères, nous sommes les pires castratrices pour nos filles. Vraiment. C'est comme s'il y avait eu cette main entre cette personne qui avait une quarantaine d'années passées et son sexe. Il y avait l'entité de la mère. Il y avait vraiment toute la honte. On touche pas. Et moi, j'étais entre guillemets, je remplaçais mon entité Karine, remplaçait l'entité de la mère qui était entre sa main et le sexe et son clitoris. Et elle me disait, par l'écran, elle me disait, tiens-moi la main, Karine, tiens-moi la main.
tiens-moi la main, tiens-moi la main. Et c'était là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je t'accompagne. Et elle était là, oh là 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 là. Et du coup, tu vois, elle est allée dans un espace de libération intense. Et moi, je vis de la grâce à ces moments-là, tu vois. Et ça, c'est de la simplicité. Là, on est pour moi dans une simplicité énorme. C'est-à-dire que de la phase petite fille, où elle n'a pas pu être accueillie par sa mère à devenir une femme parce que son sexe était renoncé, était tabou, était diabolisé. Et en fait, je sers juste de tremplin. Tu es une femme, oui, tu es de petite fille, tu peux devenir une femme et tu peux faire ce geste-là. Tu vois, de ramener l'âme la au connaissance sexe. de soi, ça nécessite le minimum de connaître son anatomie, de se toucher, de se regarder. Mais quand de il y a une se... personne en Mais face, quand on n'a il n'y pas a le pas eu droit, il y a pas eu c'est d'éducation. là, là. Tu sais, le vaginisme, moi j'ai accompagné plein de femmes de vaginisme, de dyspareunie, mais c'est que dans la culture, le vagin n'existe même pas, ce n'est même pas nommé. Donc on rentre pas par l'extérieur dans un vaginisme. On rentre par l'intérieur, on fait de la place et on enlève les carcans éducationnels, les religions, et on fait ça. Et c'est vraiment tout un travail de visualisation où tout à coup, Aller réouvrir. on réouvre de l'intérieur un espace qui n'a pas pu être, qui n'est même pas conscient d'exister. Tu vois, c'est comme si, bah, tu vois, c'est ça. Oui, ben j'ai des gens qui habitent tellement pas leurs jambes, les jambes viennent bleues. Donc la conscience amène la perspicacité, la vitalité dans des cellules. Donc si tu n'habites pas des espaces de ton corps, ils s'éteignent. C'est ça. Donc si tu n'as pas la conscience et tu n'amènes pas la présence dans un trou, il va s'atrophier le trou, la grotte va disparaître. Ça se ferme. Ça se ferme. Ça se ferme complètement. Et là, en fait, ce qui est juste magique, c'est que d'une séance à l'autre, donc il y a des ouvertures psychiques, il y a des ouvertures d'âme. Tu vois, l'eau se remet à circuler grâce à la conscience, tu vois. Et je comprends, tu vois, de plus en plus à quel point le véhicule de l'âme, c'est l'eau, en tout cas. Moi, c'est comme ça que je perçois. Oui, tout à fait. Et donc, c'est très bien expliqué dans les voilà, ta matière. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai cette sensation que cette personne qui rentre en résonance avec moi, elle rentre en résonance avec mon eau aussi. Et à ses voies de passage. C'est-à-dire qu'elle rencontre mes voies de passage. Et donc, du coup, il y a comme un effet de résonance. Elle dit, ah, on peut aller par là? Ah, c'est possible? Ça existe, ce passage? Tiens, c'est marrant. Oh, ben oui. Ah, ben c'est bien. Ah, mais là, il y a plein d'interdits, il y a plein de, tu vois, il y a plein de... Et donc, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et quand tout d'un coup, une femme me dit, d'une fois sur l'autre, j'ai rencontré un homme. Ça fait 15 ans, hein. Il n'a pas rencontré d'homme. Il a pu me pénétrer. Tu vois, c'est au fur et à mesure, du coup, il y a des autorisations qui s'ouvrent de l'intérieur. Et c'est des choses tellement simples. Tu sais, c'est ce qu'on se partageait hier. Tu sais pas. Tu sais que dans le « je ne sais pas », il y a de l'ouverture. Ah ouais. C'est-à-dire, on ne sait pas par quelle voie ça va passer. Quelle route ça va prendre. Et quelle route ça va prendre pour l'autre. Et donc, du coup, c'est être en disposition de mettre tous ces champs. Moi, je me mets vraiment en disponibilité totale pour que l'autre puisse trouver sa voie de passage et que, du coup, je puisse lui dire peut-être la phrase, le mantra. On en revient toujours à la clé dans le verrou. Oui. Le mantra juste pour qu'elle fasse clic, clic. Oui, parce que dans le fond, le barrage, c'est nous qui le créons, donc c'est nous qui sommes en mesure de l'anéantir. Mais souvent, ben, il y a des surprises. Il s'est construit dans l'inconscient, il s'est construit enfant, il s'est construit de mille et une façons, par imitation en plus, dans la majorité des cas. J'aimerais qu'on revienne sur ce que tu disais hier, Cathy. J'ai trouvé ça tellement beau, ce que tu as partagé, tu sais, hier dans la chambre. Quand on moule son eau? Non. Non? Que pour goûter l'humilité, ça nous demandait de traverser la honte. Oui. La honte, elle est là. Oui. Le nerf honteux, il est là. On met de l'amour sur la honte et ça devient de l'humilité. Ça fleurit en humilité. Et c'est fou parce que tu sais, ces femmes qui arrivent à 40 ans, qui ne connaissent pas leur clitoris, qui ne connaissent pas leur anatomie, quand elles arrivent à moi, elles sont honteuses. Ben oui. Honteuses. Tu te rends compte, Karine? J'ai 40 ans ou j'ai 60 ans, je n'ai jamais eu d'orgasme.
Je ne me connais pas. Quelle femme honteuse je suis. Et quand elles arrivent dans cette reconnaissance-là, il y a quelque chose qui, tu vois, qui fait... Tu sais, comme une poche des os. Oui, tout à fait. Ça fait une poche des os comme un accouchement, ça fait... Et moi, je suis là, je dis, mais tout est OK, il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Et là, c'est bon. Oui, parce qu'il y a un pouvoir, il y a une confiance. C'est parce ça. que souvent, peu importe les peurs, que ce soit émotionnelles, les croyances, peu importe au niveau de la sexualité, ce qui amène le peur, la doute et le manque de confiance, c'est le manque de connaissance de. C'est ça. Donc, c'est lorsqu'on ne se connaît pas que, ouais, puis c'est très, le début est très technique, biologique pour vraiment connaître la noune et tout ça. Puis après ça, on rentre plus en usage. Mais, tu sais, c'est le manque de connaissance qui crée l'insécurité, le manque de confiance parce que souvent les gens vont dire, j'ai pas confiance en personne. C'est juste parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que tu ne te connais pas suffisamment. Donc, c'est que ce soit au niveau de notre personnalité, de nos émotions, de nos réactions ou de notre sexualité, de notre vulve, de notre vagin, de nos seins, des zones érogènes de notre corps, parce que j'ai eu un orgasme une fois en me faisant embrasser dans le cou. Donc, notre corps est un outil de plaisir et c'est dans l'abandon qu'on le découvre. Donc, c'est de s'abandonner à cette découverte, cette connaissance de soi-là qui va faire que la sexualité va être beaucoup moins lourde parce que lorsque la simplicité s'installe, il y a une place pour la découverte, l'abandon, la curiosité. Tous les intervenants de notre sexualité trouvent leur place dans pourquoi pas. C'est ça. Moi, j'ai cette sensation en tout cas de me remettre régulièrement dans cet espace du point zéro, en tout cas du je ne sais rien et je suis juste disponible. Ça a été une longue quête parce que dis donc, accepter de ne rien savoir pour un ego quand même comme le mien. Ouais, ben oui. Parce que quand même, je m'appelle Karine On sait là. Moi je sais quand même, t'as vu tout le parcours, 20 ans de développement personnel, une blessure d'inceste, plusieurs viols, donc... tu sais tout, toi, voilà. là! J'ai tout transcendé, puis j'ai expérimenté tellement de choses, quand même. Donc, tu sais, l'ego, il fait... Il viendra pas t'en montrer, là! Donc, autant te dire que, voilà, on sait tellement de choses. Et qu'en fait, mon job à moi, en tout cas, aujourd'hui, personnellement, dans ma vie de femme, et ça englobe tous les personnages dans ma vie de femme, c'est vraiment d'être dans cette reconnaissance d'humilité que rien n'est acquis. Que tout est à découvrir dans l'instant et que même il y a des expériences que je revis, l'ego pourrait se dire putain, c'est reparti pour un tour, merde, je croyais avoir transcendé, merde. Et ben ça se vit complètement sous un angle différent, avec un point de vue différent. Ça se traverse beaucoup plus vite parce que du coup il y a un abandon au truc. C'est là. Ça se laisse orgasmer. J'aime beaucoup le mot orgasme parce que c'est faire un avec la situation qui se présente. C'est que je suis capable d'orgasmer ma tristesse, d'orgasmer mon désespoir, d'orgasmer la vie, le silence, d'orgasmer ce qui se présente en tout cas, ou d'orgasmer des trucs qui me traversent. Ça peut péter à n'importe quel moment et tout est ok. Et en fait, ça fait un bien fou de se dire qu'en fait rien n'est atteint. Parce que ça veut dire qu'il n'y a nulle part où aller, aucune version de moi qui serait meilleure. Parce que j'ai tellement couru après une version de moi qui était meilleure, à une meilleure jouisseuse, à une meilleure femme qui serait plus près de Dieu, qui serait plus parfaite, qui serait plus... Voilà. Et donc du coup, cette quête de perfection, je l'imposais à l'autre, le pauvre. Oui, tout à fait. Tu vois? Et cette posture-là, où est-ce qu'on ne sait pas, c'est là qu'on a des belles surprises, on a des tu sais, je remercie, j'ai joui, j'ai découvert, j'étais une femme fontaine à 20 ans, mais quand j'ai appris que le clitoris, c'est pas juste le petit piton, là, mais que c'est gros de même, là, j'ai dit...
on va-tu aller leur découvrir la face au C'est reste ça. de ça? Et que je me suis mis à jouer avec mon corps très différemment et que j'ai tiré le plaisir au complet de mon clitoris. Et ça fait peut-être 2 ans. Donc, c'est comme, my God, j'ai passé à côté de ça, mais je me suis ouvert à, il y a sûrement quelque chose que je sais pas. Et cette posture-là d'avidité, et plus on en sait, plus on constate qu'on sait rien. Ah ouais. Donc, c'est de développer ce plaisir-là, de se régaler de « mon Dieu que je sais rien » pour développer le réflexe d'explorer, le réflexe de repousser la curiosité et d'y aller spontanément, D'être dans la naturellement, disponibilité. parce que notre bébite, notre animal est curieux, spontanément, notre mammifère. Le mammifère humain est le seul qui collabore avec son prédateur. Pourquoi? Il est curieux. Les autres animaux, ils vont entendre quelque chose de suspect, ils vont sentir la fréquence du prédateur, ils vont foutre le camp. C'est ça. Nous, on voit une ruelle, un grand monsieur bizarre, et on va aller voir. Donc, l'animal est curieux et lorsqu'on s'abandonne à cette curiosité-là, on se permet de se redécouvrir, de se revisiter dans nos réactions émotionnelles, dans notre individualité, dans les étiquettes qu'on s'est collées, mais aussi dans notre sexualité, que ce soit anatomiquement ou dans la posture dans laquelle on est à l'écoute du plaisir, bien, ça permet de découvrir. Et cet abandon-là, je pense que c'est l'élément clé de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de permettre une simplicité dans l'abandon à la curiosité, à la découverte, et sortir de tous les croyances, qu'elles viennent de 25 générations avant nous, qu'elles viennent de la religion, qu'elles viennent de l'école, qu'elles viennent de nos parents, qu'elles viennent de nos amis. Il n'y a qu'une sexualité, la nôtre. C'est ça. Et de se permettre de l'assumer, de la découvrir et de ne pas lui mettre de limites. Donc, et c'est là que tout se joue. Donc, c'est vraiment dans la simplicité de se donner le droit d'explorer et de ne pas se définir à partir d'une expérience qui va permettre une simplicité puis une liberté de découverte. On est tout. Moi, j'ai découvert la pansexualité. Le terme pansexuel, quand j'ai écrit mon livre, je ne savais pas que ça existait, parce que je ne me considère pas ni comme hétéro, ni comme bi, ni comme homo, ni comme rien du tout. Mais du coup, c'est ce terme de pansexualité, finalement, qui inclut tout, de pouvoir orgasmer d'un arbre, ou d'une musique, ou d'un mets, ou d'une présence vibratoire, où tout d'un coup, quand mon collaborateur derrière, là-bas, tout à l'heure, dans le restaurant... on a vécu une expérience assez intéressante tout à l'heure. On a été servi par un jeune homme, Raphaël, qui avait une prestance, une élégance, quelque chose de très raffiné qui, moi, Oh, ça goûtait bon, je te goûte là! Ça goûtait bon, ce moment-là! Ça me goûtait très bon parce que je reconnaissais l'élégance, je connaissais sa fréquence, je connaissais tout ça. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? T'es fait pour du 4 étoiles. Ta prestance, ton élégance, ton aura, je lui ai parlé de ton aura. Il me dit, oui, mais tu sais, les horaires me conviennent bien. Je lui dis, mais ta fréquence, tu vois, c'est pas là. Et Rodrigue rentre dans le truc, il se lève, le restaurant est blindé. Hein. Blindé. Plein de monde. Et il dit, mesdames et messieurs, je voudrais applaudir notre serveur Raphaël, qui a été extraordinaire. Mesdames et messieurs, on applaudit Raphaël. Tout le monde s'est mis à applaudir. On s'est pris un shoot vibratoire. J'ai orgasmé. Ben, c'est ça. J'ai applaudi. C'est ça. Ça crée un courant, là. Ça a monté. Ça a été, tu sais, des fourmis. Iléna, qui était là, elle s'est planquée sous la table tellement c'était intense. C'était intense. C'était tellement vivant, tellement beau. C'était spontané. C'était chouette. On a vécu un orgasme d'une assemblée. C'était merveilleux de rendre grâce à ce jeune homme. Je pense que jamais personne ne lui a fait ça. Ben non, mais c'était tellement requis, Rodrigue. Tu vois, ce moment c'était un moment purement sexuel de l'instant. Il n'y avait pas de sexe. Et pourtant, c'était de l'énergie sexuelle. C'est que je reconnais ton énergie. Et Rodrigue s'est mis à applaudir, à faire circuler cette énergie sexuelle. Et tout le monde a applaudi.
Il y a même des gens qui disent, oui, c'est vrai, il nous a bien reçus, c'était chouette. Tous les autres serveurs, waouh, tout le monde s'est arrêté. Ouais. Il y a eu un arrêt, tu vois. Et ça, tu sais, ça goûte. Et on a traversé le restaurant, un Rodrigue, tu te souviens? Je flotte encore dans l'espace. Délectation. On était tous en délectation. Jusque dans la voiture, je nageais. C'était énorme. On était dans un orgasme collectif. D'avoir reconnu une personne, elle a tiré ça chez nous, tu vois. Et c'était chouette. C'est simple. On était dans cette simplicité de la reconnaissance et de l'authenticité, tu vois. Et j'achète. C'était bon. Ah ouais, tu aurais été là, franchement. C'était tellement goûtu, tu sais, ça faisait tout ça comme ça dans le champ, là, c'était divin. Et je sais pas ce qu'il va en faire, peu importe. Mais chez nous, en tout cas, ça a créé dans notre groupe, à la fois pour Ilena, à la fois pour toi et moi, Emmanuel, à la fois pour toi, Rodrigue. Et toi, tu nous as dit, c'était tellement merveilleux, enfin, je le témoigne là, il a dit comme ça dans la voiture, d'habitude, je fais ça en costume. Je suis habillée en costume. Et là, je l'ai fait en tant que Rodrigue. J'ai osé être ce que je suis dans l'instant et à laisser en tout cas émerger cet orgasme, de faire un avec ce qui t'animait. Tu t'es pas bridé, tu as été dans l'orgasme, tu as fait un avec. Et tu nous as fait participer à tout cela. C'était beau. C'était beau. Ouais. Ben hier, d'ailleurs, quand moi et Karine, on a fait connaissance officiellement hier soir en personne parce qu'on ne s'était pas vu avant. Et Rodrigue était en orgasme permanent de contempler la chimie qui s'opérait entre nous, de nous entendre converser. Puis là, il était comme là, on le sentait quasiment comme bandé à l'idée de ce qu'on allait livrer aujourd'hui. C'était fascinant. J'ai dit, t'es rien qu'un gros pervers. C'était comme, mais en même temps, pendant que je parlais, je ne focusais pas, je le sentais. Donc, cette captation-là, parce que j'étais avec Karine, je savourais avec Karine, je me donnais, je m'abandonnais, j'acceptais de recevoir Karine. Donc, cette énergie-là d'échange dans une proximité, dans une humilité, dans une curiosité qui faisait que notre échange était... Puis on se challengeait, là, on avait des visions différentes. Puis comment ça se fait que tu sais, on voulait explorer le monde de l'autre. Donc, on n'était pas en train de convaincre l'autre ou de l'amener dans notre position. On était dans un échange. Et cette magie-là, Rodrigue s'est bourré la face totalement. Il jouissait sur le lit de cette communion, de cette complicité qui s'installait, qui se créait, de ce qui naissait entre nous. Et cette délectation-là peut se vivre par contemplation et ça fait partie du plaisir d'accepter de contempler ce qui est là et souvent ça nécessite pas nécessairement un contact mais dans la contemplation lorsqu'on est avec un homme en couple ou avec une femme on est en couple et d'observer ce qu'il y a entre nous va souvent générer un mouvement préambulaire, si je peux me permettre de créer un mot. Ça va créer un préambule si on prend le temps de contempler ce qu'il y a entre. Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui fait que je suis bien? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'être à côté de toi? De contempler ce qui est entre va amener une ouverture souvent. Donc, de ouvrir. Donc, une femme qui reçoit va amener la réceptivité et lorsqu'on s'ouvre à l'espace autant qu'à la matière, ben ça crée une posture beaucoup plus bénéfique puis intéressante. Il nous reste pas beaucoup de temps. On avait parlé tout à l'heure, on a parlé de bisexualité, on a parlé de pansexualité et j'ai eu un beau cadeau récemment que je trouve qui serait très intéressant de parler à des gens parce que c'est sûr qu'on a des catégories et ceux qui ont exploré la sexualité homosexuelle et qui sont dans le questionnement, est-ce que je suis bisexuelle, est-ce que je suis pansexuelle, est-ce que je suis homosexuelle, j'ai découvert la sexualité de l'androgyne. Étant donné que je suis une androgyne,
lorsque au début vingtaine, ben je me suis dit, ben coudonc, je suis bisexuelle, j'ai du plaisir avec tout ce qui bouge. Mais après, quand j'ai découvert le terme pansexuel, ben je me suis dit, ben oui, je jouis avec tout ce qu'il y a. Donc, je me suis positionnée dans ça. Par contre, dans l'intimité, que ce soit avec mon chum, que ce soit lorsque j'ai une pulsion pas d'aller vers une femme, ou je me questionnais toujours, quel appétit je satisfais avec une femme, quel appétit je satisfais avec l'homme et quelle posture je dois adopter. Est-ce que c'est parce que je suis avec un homme qu'il faut que je sois une femme? Est-ce que c'est parce que je suis avec un homme qu'il faut que je sois l'homme? L'androgynie est très difficile à gérer et pour moi, ça demeurait avec encore beaucoup de questions. Et récemment, je suis allée me faire un soin par une praticienne et elle a accepté de me prêter son corps pour que je me soigne Donc, je suis sortie de mon corps, j'ai habité son corps et je me suis soignée par elle. Oui, ça se peut. Non. Mais pour ceux qui veulent y croire, croyez-y. Pour ceux qui le mettent en doute, j'adore le doute. Tant qu'il y a un doute, il n'y a pas une certitude. Donc, je me suis livrée à un soin et bien sûr, vu que ma question était latente et que j'avais pas trouvé de réponse, ben je me suis livrée ma réponse avec ce soin-là. Et j'ai compris que la pansexualité peut souvent être interprétée comme la bisexualité, mais l'androgynie va générer un manque de posture. Et l'androgynie, je suis ni l'un ni l'autre, donc je suis les deux. Donc, c'est ça qui fait qu'on ne sait pas qui doit être à l'action. Et ce que j'ai compris, c'est que c'est très, très, très segmenté. Et c'est dans l'écoute de ce qui a besoin, de ce qui a envie, la reconnaissance que là, je suis capable de dire, je suis due pour une femme, j'ai besoin d'une femme, j'ai envie d'une femme et que, pourquoi? Parce que je me disais, j'aime mon homme, ça fait 17 ans que j'étais avec mon chum, donc c'est sûr que, tu sais, je me dis, ben, j'aimerais ça qu'il me comble complètement, mais ce qui a besoin d'une femme, l'homme ne pourra pas le combler parce que c'est une posture qui cherche une femme. Donc, l'appétit, donc ceux qui cherchent la femme ne cherchent pas un homme. C'est exactement ça. Donc, c'est pas que l'homme n'a pas les capacités, là. On n'est pas dans des performances, OK? C'est de l'énergie. C'est de l'énergie, c'est une vibration. Et c'est ça que je trouvais qui serait peut-être intéressant de partager pour que les gens comprennent, parce que l'androgynie est très méconnue, peu ou pas. Moi, je suis androgyne. C'est ça. Complètement. Donc, ceux qui ne le connaissent pas, ben peut-être qu'ils ont de la misère à gérer leur sexualité, qu'ils soient en couple ou non. Donc, de reconnaître que c'est ce qui a l'appétit, qui a l'appétit de ce qui va être livré. Donc, c'est pas un choix de dire, je décide que mon chum satisfait mon appétit d'une femme. Ça se fait pas, ça marche pas comme ça. Donc, de vraiment s'auto-observer. Donc, on observe ce qui a faim. C'est quoi le besoin? C'est quoi la pulsion? C'est quoi l'appétit? La vision? Parce que c'est sûr qu'en générant un mouvement, une émotion, un appétit, c'est sûr que les images vont monter. Donc, est-ce que je suis capable de mettre un homme là? Non. Bon, ben c'est pas ça qu'on a besoin. Donc, l'eau ne ment pas. Donc, c'est de s'abandonner à cette eau-là et au lieu d'essayer de comprendre la pulsion qui est vécue, rentrer dans le corps, écouter et l'eau va livrer l'image qui va répondre à la pulsion. J'adore. Ben moi, je pense que c'est important. Écoute l'eau qui veut vivre la pulsion. C'est beau, ça. Ça chante. Ah ouais, j'aime bien. C'est marrant parce que tu vois, quand tu parles d'eau, en régression quantique, en 2018, j'ai vécu donc une régression quantique où du coup, j'ai su monter, voir mon soi supérieur ou voir mes trucs un peu plus... En QHHT? Ouais. Ok. Et elle me disait, mais en fait, Karine, elle est venue travailler avec l'eau. Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est quoi cette histoire d'eau? Et puis je vois monsieur Stéphane Drouet qui passe, tu sais, sur le truc, puis il parlait d'eau quantique, de 3e, 4e étage. J'ai dit, oh, mais c'est ça que je veux faire, moi. C'est de là qu'on m'a dit, mais en fait, c'était le début de la compréhension. Je suis en train de comprendre tellement de choses concernant la mémoire de l'eau,
l'âme et l'eau, la fréquence, changement, cette sensation de temps en temps carrément de, comment te dire, de prendre l'expansion. mais comme si en fait les molécules d'eau, elles s'écartent les unes des autres, comme si même les molécules d'eau pouvaient... C'est ça. Lorsque tu habites l'espace, je l'ai expliqué dans Insidieux de matière, là, c'est très bien expliqué, c'est que notre constitution, là, si on fait zoom, là, ben, on n'est pas matière. OK? Ce n'est qu'une illusion. Tout est illusion. Donc, il y a la matière et il y a l'espace. Il y a ce qui permet à la matière de tenir ensemble. Donc, la matière, la cellule est comme ça, là, puis il y a quelque chose là. Et tout comme tout à l'heure, on parlait que lorsqu'on n'habite pas un espace de notre corps, il s'atrophie, bien, si on n'habite pas l'espace de notre espace, il se resserre. Et c'est ce qui crée le sentiment de crispation, de petitesse, de stress, de détresse, de peur de mourir. C'est ça. Donc, c'est lorsqu'on habite notre espace, lorsqu'on s'abandonne, que là... Et lorsque j'ai donné la formation l'humain multidimensionnel, qui est l'intégration des enseignements de Insidieux et matière, personne a dit « Mon Dieu, je me sens gonflée ». Mais c'est vrai, ça fait vraiment ça lorsqu'on habite l'espace de l'espace. Oui, donc, on habite l'espace matière et l'espace espace. On a l'impression de gonfler. On a l'impression que nos bras rallongent, que notre espace prend de l'ampleur. C'est ça dans le vagin. C'est ça, c'est sûrement. Dans le vagin, une femme qui active sa fontaine, au début, le vagin, il est tout... Je fais bien? Oui, vagin. Tout à fait. On reconnaît le vagin crispé. Non, tu rentreras pas, toi. Non, c'est ça. Montre. Oh non, toi, tu rentreras pas. Et un vagin qui a été activé à la fontaine eau, donc il y a plein de choses qui lui passent. Du coup, tu as les tissus, ils font... Tu peux quasiment plus bouger le doigt. Il fait... Ça une succion, mais tu es complètement absorbé. Je comprends que les hommes, quand une femme elle est multi-orgasmique, il est englobé, le pénis, tout est englobé là-dedans. Il y a une sensation d'être accueilli plus, quoi, tu vois. Et c'est par la présence que lorsqu'on habite c'est le cas de l'intérieur. Et du coup, tous les tissus se gonflent, il y a une espèce de générosité, on a l'impression d'être dans la guimauve à l'intérieur. C'est pas totalement de la guimauve non plus, mais c'est quand même hyper moelleux, hyper savoureux et limite il faut presque encore mettre un peu de lubrifiant tellement ça absorbe. C'est gourmand. C'est gourmand. Et ça t'aide vraiment. Et à ce moment-là, pour moi en tout cas, le job, entre guillemets, c'est d'inviter les femmes à venir à explorer et de voir comment elles peuvent être goûtues de l'intérieur et d'avoir ces sensations de plénitude, d'avoir un bassin où tout d'un coup, quand elles sortent de ce toucher conscient périnéal, elles se disent « mais j'ai l'impression d'avoir un cul énorme ». Un cul énorme, dilatation. Oui, puis je me suis rendu compte aussi que, tu sais, il y a des femmes qui vont se masturber les jambes fermées. Ah oui, il y en a beaucoup. Mais d'adopter la posture on a déjà vu des animaux se soumettre, une chienne ou un animal se soumettre, d'ouvrir les jambes et vraiment d'adopter cette posture-là d'ouverture des jambes, du corps, va ouvrir un mouvement au niveau du plaisir qui est vraiment surprenant aussi au niveau de la vulve, au niveau... Tout se place différemment. Le clitoris est beaucoup plus en posture d'être stimulé au niveau des globules. Je me souviens plus la nomenclature. Les bulbes et les arches. Donc, au niveau des bulbes et des arches, c'est beaucoup plus difficile, plus facile d'être stimulé lorsque la posture d'ouverture au niveau des jambes est là aussi. Là. Donc, c'est pour ça quand on parle de recevoir, ben, on reçoit ou on reçoit pas. Là. On reçoit en grand. En dilatation totale. En dilatation. Donc, en conclusion, Karine. Putain. Délectation. En conclusion, en tenant compte que le sujet du jour, c'était simplicité, comment on termine ça? Qu'est-ce qu'on donne comme conseil, comme truc? Pour moi, la simplicité, c'est enlever, en tout cas, tous les points de vue, tous les jugements, tous les externes,
et oser venir se goûter soi avec des choses, mais d'une simplicité, quelquefois, c'est comment est-ce que je peux, ne serait-ce dans la simplicité, c'est là que je vais la nommer, c'est être avec mon vagin, mon clitoris, ma vulve, parce que c'est mon espace, juste être avec, sans avoir envie ni de me masturber, ni être pénétré, ni faire un frottis, ni mettre un tampax, ni une moon cup, ni faire un prélèvement. Quand j'enlève tout, tous les faire, qu'est-ce qui reste? Pour moi, c'est ça la simplicité ultime. Oui, parce que on a la caresse, on est capable d'avoir du plaisir d'un câlin, d'une caresse, moi souvent quand je suis dans cet espace-là où est-ce que je fais juste me faire du bien, souvent je vais utiliser l'extérieur de ma main. Souvent, quand je vais flatter mon conjoint, j'utilise l'extérieur. La main est tellement habituée, il n'y a pas de corne, mais elle est habituée de taponner. Ça, c'est beaucoup plus sensible au toucher. Donc, souvent, je vais caresser avec l'envers de ma main pour justement pouvoir permettre de m'imprégner du plaisir sans aller vers la contraction, la quête d'intensité sexuelle ou de... C'est ça. Pour moi, la simplicité, elle serait vraiment réduite à juste être avec, goûter, sans chercher, sans vouloir, sans projection. Et c'est ce que j'accompagne dans mes groupes. Et pour certaines, en fait, elles se rendent compte qu'il n'y a que des conditionnements, que quand tout d'un coup, Et c'est cette simplicité-là. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile pour le personnage et le mental. C'est parce qu'on lui a appris qu'il y avait quelque chose, forcément. Puis c'est souvent, tu sais, un orgasme qui est retenu tout seul, lorsqu'on se dit non, je suis pas en train de jouir, je suis pas en quête de l'orgasme et qu'on essaie de se faire accroire ça, que souvent on va atteindre des orgasmes assez prodigieux, assez surprenants parce que il y a un niveau de dilatation lorsqu'on n'est pas en quête qui s'installe et souvent c'est là que le plaisir, on peut se régaler de partout. Donc c'est dans l'abandon et non pas la quête donc j'approuve tout à fait. C'est ça. Et quelquefois c'est des choses tellement simples. Tu vois, la méditation du clitoris, juste être dessus. Et juste goûter la présence, tu vois, juste goûter la présence sans essayer de vouloir asticoter ou générer ou quoi que ce soit, juste être sans mouvement. Sans mouvement, être juste avec, on respire avec. Et on suit, ce que j'aime dans cette simplicité, c'est qu'on suit, j'aime beaucoup l'image du flipper, tu sais, c'est comme si, t'envoies la balle, tu cliques, tu vois, t'envoies, clic, tu fais, hop, ça c'est quand j'ai envoyé la balle, et on suit la balle dans le corps. Juste, tiens, quand j'ai touché là, qu'est-ce que... Ah, il y a une résonance là. On enclenche un mouvement et on l'observe. Et on devient dans cette simplicité. On observe, tiens, je sens, tiens, ma clavicule. Je sens ça. Et du coup, et au fur et à mesure, plus je sens le mouvement, en tout cas à l'intérieur, parce que c'est du mouvement interne, du coup, des résonances. La présence amène la délectation. C'est ça. Et ça, c'est simple. Il n'y a pas plus simple. Donc, s'abandonner, se donner le droit d'explorer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut découvrir, juste pour le fait de savoir si j'aime ça ou non. Donc moi, je suis vraiment dans se donner le droit d'explorer, de s'abandonner à la découverte, de revisiter les endroits connus. Donc le je ne sais pas, j'adore parce que c'est ce que j'enseigne en coaching, mais dans la sexualité, c'est la même chose. Je ne sais pas et je m'abandonne à une nouveauté, à une découverte. C'est vraiment ce que moi aussi je stimulerais. Donc, je remercie aux gens qui étaient avec nous aujourd'hui. Ça l'a aidé ça l'a aidé à nourrir notre envie de combler, de constater des yeux curieux, des yeux qui se régalaient d'une nouveauté. Et bien sûr, on a 2 autres événements. Là, celui-ci, Karine était avec nous, on était ensemble, mais Karine retourne en Europe, en France très, très bientôt. Donc, le prochain du 24 août et l'autre du 28 septembre vont se faire que moi, je vais être ici, encore une fois, au repas
super vibratoire. Donc, si vous voulez venir, ben, vous êtes les bienvenus. Et Karine va être en France, donc le Zoom va être à écran partagé, mais on va être quand même conjointes pour les 2 prochains événements avec des thématiques différentes, mais toujours sur la sexualité, parce que pour nous, c'est non seulement un accès au plaisir, mais c'est un accès à la liberté, à un pouvoir, à une créatrice qui est en quête de récupérer son pouvoir. Et pour nous, c'est important que chaque femme renoue avec cette liberté-là que la société, la religion et nos ancêtres ont malheureusement méconnue et nous ont conduits sur des pistes de privation, de refoulement. Mais je pense que c'est fini. Je pense qu'on est rendu à sortir de cette prison-là, à se donner le droit d'explorer, de vivre et de s'épanouir pleinement, au grand plaisir des hommes d'ailleurs. Donc, merci beaucoup, Karine. Merci, merci, merci. C'était un beau moment. Un beau moment de partager ça avec toi. Je suis très contente d'avoir rencontré en vrai de vrai. Et qu'on ait pu, oui, en chair et en os et en vibration, qu'on ait pu se goûter. Donc, merci à tous et rendez-vous dans environ un petit peu plus qu'un mois. Merci.